Le comte de Monte Cristo, tome 3, partie 21 du livre audio, chapitre 47. L'attelage gris pommelé. Le baron, suivi du comte, traversa une longue file d'appartements remarquables par leur lourde somptuosité et leur fastueux mauvais goût, et arriva jusqu'au boudoir de madame Danglars, petite pièce octogone tendue de satin rose recouvert de mousseline des Indes. Les fauteuils étaient en vieux bois doré et en vieilles étoffes. Les dessus des portes représentaient des bergeries dans le genre de boucher. Enfin, deux jolis pastels en médaillon, en harmonie avec le reste de l'ameublement, faisaient de cette petite chambre la seule de l'hôtel qui eût quelque caractère. Il est vrai qu'elle avait échappé au plan général arrêté entre M. Danglars et son architecte, une des plus hautes et des plus éminentes célébrités de l'Empire, et que c'était la baronne et Lucien Debray seulement qui s'en étaient réservé la décoration. Aussi, M. Danglars, grand admirateur de l'antique à la manière dont le comprenait le directoire, méprisait-il fort ce coquet petit réduit où, au reste, il n'était admis en général qu'à la condition qu'il ferait excuser sa présence en amenant quelqu'un. Ce n'était donc pas en réalité Danglars qui présentait, c'était au contraire lui qui était présenté et qui était bien ou mal reçu selon que le visage du visiteur était agréable ou désagréable à la baronne. Madame Danglars, dont la beauté pouvait encore être citée, malgré ses 36 ans, était à son piano, petit chef-d'œuvre de marqueterie, tandis que Lucien Debray, assis devant une table à ouvrage, feuilletait un album. Lucien avait déjà, avant son arrivée, eu le temps de raconter à la baronne bien des choses relatives au comte. On sait combien, pendant le déjeuner chez Albert, Monte Cristo avait fait impression sur ses convives. Cette impression, si peu impressionnable qu'il fût, n'était pas encore effacée chez Debray, et les renseignements qu'il avait donnés à la baronne sur le comte s'en étaient ressentis. La curiosité de madame Danglars, excitée par les anciens détails venus de Morcerf et les nouveaux détails venus de Lucien, était donc portée à son comble. Aussi, cet arrangement de piano et d'album n'était-il qu'une de ces petites ruses du monde à l'aide desquelles on voile les plus fortes précautions. La baronne reçut en conséquence M. Danglars avec un sourire, ce qui de sa part n'était pas chose habituelle. Quant au comte, il eut, en échange de son salut, une cérémonieuse mais en même temps gracieuse révérence. Lucien, de son côté, échangea avec le comte un salut de demi-connaissance et avec Danglars un geste d'intimité. « Madame la baronne, dit Danglars, permettez que je vous présente monsieur le comte de Monte Cristo, qui m'est adressé par mes correspondants de Rome avec les recommandations les plus instantes. Je n'ai qu'un mot à en dire, et qui va en un instant le rendre la coqueluche de toutes nos belles dames. Il vient à Paris avec l'intention d'y rester 1 an et de dépenser 6 millions pendant cette année. Cela promet une série de bals, de dîners, de médianoches, dans lesquels, j'espère, que monsieur le comte ne nous oubliera pas plus que nous ne l'oublierons nous-mêmes dans nos petites fêtes. » Quoique la présentation fût assez grossièrement louangeuse, c'est en général une chose si rare qu'un homme venant à Paris pour dépenser en 1 année la fortune d'un prince, que madame Danglars jeta sur le comte un coup d'œil qui n'était pas dépourvu d'un certain intérêt. « Et vous êtes arrivé, monsieur ?» demanda la baronne. « Depuis hier matin, madame. »« Et vous venez, selon votre habitude, à ce qu'on m'a dit, du bout du monde ?»« De Cadix, cette fois, madame, purement et simplement. »« Oh, vous arrivez dans une affreuse saison. Paris est détestable l'été. Il n'y a plus ni bal, ni réunion, ni fête. L'opéra italien est à Londres, l'opéra français est partout, excepté à Paris. Et quant au théâtre français, vous savez qu'il n'est plus nulle part. Il nous reste donc, pour toute distraction, quelques malheureuses courses au Champ de Mars et à Satory. Ferez-vous courir, monsieur le comte ?
Moi, madame, dit Monte Cristo, je ferai tout ce qu'on fait à Paris, si j'ai le bonheur de trouver quelqu'un qui me renseigne convenablement sur les habitudes françaises. Vous êtes amateur de chevaux, monsieur le comte? J'ai passé une partie de ma vie en Orient, madame, et les Orientaux, vous le savez, n'estiment que deux choses au monde, la noblesse des chevaux et la beauté des femmes. Ah, monsieur le comte, dit la baronne, vous auriez dû avoir la galanterie de mettre les femmes les premières. Vous voyez, madame, que j'avais bien raison quand tout à l'heure je souhaitais un précepteur qui pût me guider dans les habitudes françaises. En ce moment, la camériste favorite de madame la baronne Danglars entra, et s'approchant de sa maîtresse, lui glissa quelques mots à l'oreille. Madame Danglars pâlit. « Impossible, dit-elle. »« C'est l'exacte vérité, cependant, madame, » répondit la camériste. Madame Danglars se retourna du côté de son mari. « Est-ce vrai, monsieur ?»« Quoi, madame ?» demanda Danglars, visiblement agité. « Ce que me dit cette fille. »« Et que vous dit-elle ?»« Elle me dit qu'au moment où mon cocher a été pour mettre mes chevaux à ma voiture, il ne les a pas trouvés à l'écurie. Que signifie cela, je vous le demande ?»« Madame, » dit Danglars, « écoutez-moi. » « Oh, je vous écoute, monsieur, car je suis curieuse de savoir ce que vous allez me dire. Je ferai ces messieurs juges entre nous, et je vais commencer par leur dire ce qu'il en est. Messieurs, continua la baronne, monsieur le baron Danglars a 10 chevaux à l'écurie. Parmi ces 10 chevaux, il y en a 2 qui sont à moi, des chevaux charmants, les plus beaux chevaux de Paris. Vous les connaissez, monsieur Debray, mes gris pommelés. Eh bien, au moment où madame de Villefort m'emprunte ma voiture, ou je la lui promets pour aller demain au bois, voilà les 2 chevaux qui ne se retrouvent plus. Monsieur Danglars aura trouvé à gagner dessus quelques milliers de francs, et il les aura vendus. Oh, la vilaine race, mon Dieu, que celle des spéculateurs. Madame, répondit Danglars, les chevaux étaient trop vifs. Ils avaient 4 ans à peine. Ils me faisaient pour vous des peurs horribles. « Eh, monsieur, dit la baronne, vous savez bien que j'ai depuis 1 mois à mon service le meilleur cocher de Paris, à moins toutefois que vous ne l'ayez vendu avec les chevaux. Cher ami, je vous trouverai les pareils, de plus beaux même, s'il y en a, mais des chevaux doux, calmes et qui ne m'inspirent plus pareille terreur. » La baronne haussa les épaules avec un air de profond mépris. Danglars ne parut point s'apercevoir de ce geste plus que conjugal, et se retournant vers Monte Cristo, « En vérité, je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt, monsieur le comte, dit-il. Vous montez votre maison ? » Mais oui, dit le comte. Je vous les eusse proposés. Imaginez-vous que je les ai donnés pour rien, mais, comme je vous l'ai dit, je voulais m'en défaire. Ce sont des chevaux de jeune homme. Monsieur, dit le comte, je vous remercie. J'en ai acheté ce matin d'assez bons et pas trop chers. Tenez, voyez monsieur Debray. Vous êtes amateur, je crois. Pendant que Debray s'approchait de la fenêtre, Danglars s'approcha de sa femme. Imaginez-vous, madame, lui dit-il tout bas, qu'on est venu m'offrir un prix exorbitant de ces chevaux. Je ne sais quel est le fou en train de se ruiner qui m'a envoyé ce matin son intendant, mais le fait est que j'ai gagné 16 000 francs dessus. Ne me boudez pas, et je vous en donnerai 4 000 et 2 000 à Eugénie. Madame Danglars laissa tomber sur son mari un regard écrasant. « Oh, mon Dieu !» s'écria Debray. « Quoi donc ?» demanda la baronne. « Mais je ne me trompe pas. Ce sont vos chevaux, vos propres chevaux attelés à la voiture du comte. »« Mais gris pommelé !» s'écria madame Danglars, et elle s'élança vers la fenêtre. « En effet, ce sont eux, dit-elle. » Danglars était stupéfait. « Est-ce possible ?» dit Monte Cristo en jouant l'étonnement. « C'est incroyable, » murmura le banquier. La baronne dit 2 mots à l'oreille de Debray, qui s'approcha à son tour de Monte Cristo.
La baronne vous fait demander combien son mari vous a vendu son attelage. Mais je ne sais trop, dit le comte. C'est une surprise que mon intendant m'a faite, et qui m'a coûté 30 000 francs, je crois. Debray alla reporter la réponse à la baronne. Danglars était si pâle et si décontenancé que le comte eut l'air de le prendre en pitié. « Voyez, lui dit-il, combien les femmes sont ingrates. Cette prévenance de votre part n'a pas touché un instant la baronne. Ingrate n'est pas le mot, c'est folle que je devrais dire. Mais que voulez-vous, on aime toujours ce qui nuit. Aussi, le plus court, croyez-moi, cher baron, est toujours de les laisser faire à leur tête. Si elles se la brisent, au moins, ma foi, elles ne peuvent s'en prendre qu'à elles. » Danglars ne répondit rien. Il prévoyait dans un prochain avenir une scène désastreuse. Déjà, le sourcil de madame la baronne s'était froncé, et comme celui de Jupiter olympien, présageait un orage. Debray, qui le sentait grossir, prétexta une affaire et partit. Monte Cristo, qui ne voulait pas gâter la position qu'il voulait conquérir en demeurant plus longtemps, salua madame Danglars et se retira, livrant le baron à la colère de sa femme. « Bon, pensa Monte Cristo en se retirant, j'en suis arrivé où j'en voulais venir. Voilà que je tiens dans mes mains la paix du ménage et que je vais gagner d'un seul coup le cœur de monsieur et le cœur de madame. Quel bonheur! Mais, ajouta-t-il, dans tout cela, je n'ai point été présenté à mademoiselle Eugénie Danglars, que j'eusse été cependant fort aise de connaître. Mais, reprit-il avec ce sourire qui lui était particulier, nous voici à Paris, et nous avons du temps devant nous. Ce sera pour plus tard. Sur cette réflexion, le comte monta en voiture et rentra chez lui. 2 heures après, madame Danglars reçut une lettre charmante du comte de Monte Cristo, dans laquelle il lui déclarait que, ne voulant pas commencer ses débuts dans le monde parisien en désespérant une jolie femme, il la suppliait de reprendre ses chevaux. Ils avaient le même harnais qu'elle leur avait vu le matin. Seulement, au centre de chaque rosette qu'il portait sur l'oreille, le comte avait fait coudre un diamant. Danglars aussi eut sa lettre. Le comte lui demandait la permission de passer à la baronne ce caprice de millionnaire, le priant d'excuser les façons orientales dont le renvoi des chevaux était accompagné. Pendant la soirée, Monte Cristo partit pour Auteuil accompagné d'Ali. Le lendemain, vers 3 heures, Ali, appelé par un coup de timbre, entra dans le cabinet du comte. « Ali, lui dit-il, tu m'as souvent parlé de ton adresse à lancer le lasso. » Ali fit signe que oui et se redressa fièrement. « Bien. Ainsi, avec le lasso, tu arrêterais un bœuf. » Ali fit signe de la tête que oui. « Un tigre ?» Ali fit le même signe. « Un lion ?» Ali fit le geste d'un homme qui lance le lasso et imita un rugissement étranglé. « Bien, je comprends, dit Monte Cristo. Tu as chassé le lion ?» Ali fit un signe de tête orgueilleux. « Mais arrêterais-tu, dans leur course, 2 chevaux ?» Ali sourit. « Eh bien, écoute, dit Monte Cristo. Tout à l'heure, une voiture passera emportée par 2 chevaux gris pommelés, et les mêmes que j'avais hier. Dusses-tu te faire écraser, il faut que tu arrêtes cette voiture devant ma porte. » Ali descendit dans la rue et traça devant la porte une ligne sur le pavé. Puis il rentra et montra la ligne au comte, qui l'avait suivi des yeux. Le comte lui frappa doucement sur l'épaule. C'était sa manière de remercier Ali. Puis le Nubien alla fumer sa chibouque sur la borne qui formait l'angle de la maison et de la rue, tandis que Monte Cristo rentrait sans plus s'occuper de rien. Cependant, vers 5 heures, c'est-à-dire l'heure où le comte attendait la voiture, on eût pu voir naître en lui les signes presque imperceptibles d'une légère impatience. Il se promenait dans une chambre donnant sur la rue, prêtant l'oreille par intervalles et de temps en temps se rapprochant de la fenêtre
par laquelle il apercevait Ali poussant des bouffées de tabac avec une régularité indiquant que le Nubien était tout à cette importante occupation. Tout à coup, on entendit un roulement lointain, mais qui se rapprochait avec la rapidité de la foudre. Puis une calèche apparut, dont le cocher essayait inutilement de retenir les chevaux qui s'avançaient furieux, hérissés, bondissant avec des élans insensés. Dans la calèche, une jeune femme et un enfant de 7 à 8 ans, se tenant embrassés, avaient perdu par l'excès de la terreur jusqu'à la force de pousser un cri. Il eût suffi d'une pierre sous la roue ou d'un arbre accroché pour briser tout à fait la voiture qui craquait. La voiture tenait le milieu du pavé et on entendait dans la rue les cris de terreur de ceux qui la voyaient venir. Soudain, Ali pose sa chibouque, tire de sa poche le lasso, le lance, enveloppe d'un triple tour les jambes de devant du cheval de gauche, se laisse entraîner 3 ou 4 pas par la violence de l'impulsion. Mais, au bout de 3 ou 4 pas, le cheval enchaîné s'abat, tombe sur la flèche, qu'il brise et paralyse les efforts que fait le cheval resté debout pour continuer sa course. Le cocher saisit cet instant de répit pour sauter en bas de son siège. Mais déjà, Ali a saisi les naseaux du second cheval avec ses doigts de fer, et l'animal, hennissant de douleur, s'est allongé convulsivement près de son compagnon. Il a fallu à tout cela le temps qu'il faut à la balle pour frapper le but. Cependant, il a suffi pour que de la maison en face de laquelle l'accident est arrivé, un homme se soit élancé, suivi de plusieurs serviteurs. Au moment où le cocher ouvre la portière, il enlève de la calèche la dame, qui d'une main se cramponne au coussin, tandis que de l'autre, elle serre contre sa poitrine son fils évanoui. Monte Cristo les emporta tous les deux dans le salon, et les déposant sur un canapé, « Ne craignez plus rien, madame, dit-il. Vous êtes sauvée. » La femme revint à elle, et pour réponse elle lui présenta son fils avec un regard plus éloquent que toutes les prières. En effet, l'enfant était toujours évanoui. « Oui, madame, je comprends, » dit le comte en examinant l'enfant. « Mais soyez tranquille, il ne lui est arrivé aucun mal, et c'est la peur seule qui l'a mis dans cet état. »« Oh, monsieur !» s'écria la mère. « Ne me dites-vous pas cela pour me rassurer ? Voyez comme il est pâle. Mon fils, mon enfant, mon Édouard. Réponds donc à ta mère. Ah, monsieur, envoyez chercher un médecin. Ma fortune à qui me rend mon fils ? » Monte Cristo fit de la main un geste pour calmer la mère éplorée, et, ouvrant un coffret, il en tira un flacon de bohème, incrusté d'or, contenant une liqueur rouge comme du sang et dont il laissa tomber une seule goutte sur les lèvres de l'enfant. L'enfant, quoique toujours pâle, rouvrit aussitôt les yeux. À cette vue, la joie de la mère fut presque un délire. « Où suis-je ? » s'écria-t-elle. « Et à qui dois-je tant de bonheur après une si cruelle épreuve ?»« Vous êtes, madame, répondit Monte Cristo, chez l'homme le plus heureux d'avoir pu vous épargner un chagrin. »« Oh, maudite curiosité !» dit la dame. « Tout Paris parlait de ces magnifiques chevaux de madame Danglars, et j'ai eu la folie de vouloir les essayer. »« Comment ?» s'écria le comte avec une surprise admirablement jouée. « Ces chevaux sont ceux de la baronne ?»« Oui, monsieur, la connaissez-vous ? Madame Danglars ? J'ai cet honneur, et ma joie est double de vous voir sauvé du péril que ces chevaux vous ont fait courir. Car ce péril, c'est à moi que vous eussiez pu l'attribuer. J'avais acheté hier ces chevaux au baron, mais la baronne a paru tellement les regretter que je les lui ai renvoyés hier en la priant de les accepter de ma main. »« Mais alors, vous êtes donc le comte de Monte Cristo, dont Hermine m'a tant parlé hier ? » ?»« Oui, madame, » fit le comte. « Moi, monsieur, je suis madame Héloïse de Villefort. » Le comte salua en homme devant lequel on prononce un nom parfaitement inconnu. « Oh, que monsieur de Villefort sera reconnaissant !» reprit Héloïse.
car enfin il vous devra notre vie à tous deux. Vous lui avez rendu sa femme et son fils. Assurément, sans votre généreux serviteur, ce cher enfant et moi, nous étions tués. Hélas, madame, je frémis encore du péril que vous avez couru. Oh, j'espère que vous me permettrez de récompenser dignement le dévouement de cet homme. Madame, répondit Monte Cristo, ne me gâtez pas, Ali, je vous prie, ni par des louanges, ni par des récompenses. Ce sont des habitudes que je ne veux pas qu'il prenne. Ali est mon esclave. En vous sauvant la vie, il me sert, et c'est son devoir de me servir. Mais il a risqué sa vie, dit madame de Villefort, à qui ce ton de maître imposait singulièrement. J'ai sauvé cette vie, madame, répondit Monte Cristo. Par conséquent, elle m'appartient. Madame de Villefort se tut. Peut-être réfléchissait-elle à cet homme qui, du premier abord, faisait une si profonde impression sur les esprits. Pendant cet instant de silence, le comte put considérer à son aise l'enfant que sa mère couvrait de baisers. Il était petit, grêle, blanc de peau comme les enfants roux, et cependant une forêt de cheveux noirs, rebelle à toute frisure, couvrait son front bombé, et, tombant sur ses épaules, en encadrant son visage, redoublait la vivacité de ses yeux pleins de malice sournoise et de juvénile méchanceté. Sa bouche, à peine redevenue vermeille, était fine de lèvres et large d'ouverture. Les traits de cet enfant de 8 ans annonçaient déjà 12 ans au moins. Son premier mouvement fut de se débarrasser par une brusque secousse des bras de sa mère et d'aller ouvrir le coffret d'où le comte avait tiré le flacon d'élixir. Puis aussitôt, sans en demander la permission à personne, et en enfant habitué à satisfaire tous ses caprices, il se mit à déboucher les fioles. « Ne touchez pas à cela, mon ami, » dit vivement le comte. « Quelques-unes de ces liqueurs sont dangereuses, non seulement à boire, mais même à respirer. » Madame de Villefort pâlit et arrêta le bras de son fils qu'elle ramena vers elle. Mais, sa crainte calmée, elle jeta aussitôt sur le coffret un court mais expressif regard que le comte saisit au passage. En ce moment, Ali entra. Madame de Villefort fit un mouvement de joie et ramena l'enfant plus près d'elle encore. « Édouard, dit-elle, vois-tu ce bon serviteur? Il a été bien courageux, car il a exposé sa vie pour arrêter les chevaux qui nous emportaient et la voiture qui allait se briser. Remercie-le donc, car probablement sans lui, à cette heure, serions-nous morts tous les deux. » L'enfant allongea les lèvres et tourna dédaigneusement la tête. « Il est trop laid, dit-il. » Le comte sourit comme si l'enfant venait de remplir une de ses espérances. Quant à madame de Villefort, elle gourmanda son fils avec une modération qui n'eût, certes, pas été du goût de Jean-Jacques Rousseau si le petit Édouard se fût appelé Émile. « Vois-tu, dit en arabe le comte à Ali, cette dame prie son fils de te remercier pour la vie que tu leur as sauvée à tous deux, et l'enfant répond que tu es trop laid. » Ali détourna un instant sa tête intelligente et regarda l'enfant sans expression apparente. Mais un simple frémissement de sa narine apprit à Monte Cristo que l'arabe venait d'être blessé au cœur. « Monsieur, demanda madame de Villefort en se levant pour se retirer, est-ce votre demeure habituelle que cette maison ? » « Non, madame, répondit le comte. C'est une espèce de pied-à-terre que j'ai acheté. J'habite avenue des Champs-Élysées, numéro 30. Mais je vois que vous êtes tout à fait remise et que vous désirez vous retirer. Je viens d'ordonner qu'on attelle ces mêmes chevaux à ma voiture. Et Ali, ce garçon si laid, dit-il en souriant à l'enfant, va avoir l'honneur de vous reconduire chez vous, tandis que votre cocher restera ici pour faire raccommoder la calèche. Aussitôt cette besogne indispensable terminée, un de mes attelages la reconduira directement chez madame Danglars.
Mais, dit madame de Villefort, avec ces mêmes chevaux, je n'oserais jamais m'en aller. Oh, vous allez voir, madame, dit Monte Cristo, sous la main d'Ali, ils vont devenir doux comme des agneaux. En effet, Ali s'était approché des chevaux qu'on avait remis sur leurs jambes avec beaucoup de peine. Il tenait à la main une petite éponge imbibée de vinaigre aromatique. Il en frotta les naseaux et les tempes des chevaux, couverts de sueur et d'écume, et presque aussitôt ils se mirent à souffler bruyamment et à frissonner de tout leur corps durant quelques secondes. Puis, au milieu d'une foule nombreuse que les débris de la voiture et le bruit de l'événement avaient attirée devant la maison, Ali fit atteler les chevaux au coupé du comte, rassembla les rênes, monta sur le siège et, au grand étonnement des assistants qui avaient vu ses chevaux emportés comme par un tourbillon, il fut obligé d'user vigoureusement du fouet pour les faire partir, et encore ne put-il obtenir des fameux gris pommelés, maintenant stupides, pétrifiés, morts, qu'un trot si mal assuré et si languissant qu'il fallut près de 2 heures à madame de Villefort pour regagner le faubourg Saint-Honoré où elle demeurait. À peine arrivée chez elle, et les premières émotions de famille apaisées, elle écrivit le billet suivant à madame Danglars. Chère Hermine, je viens d'être miraculeusement sauvée avec mon fils par ce même comte de Monte Cristo dont nous avons tant parlé hier soir et que j'étais loin de me douter que je verrais aujourd'hui. Hier, vous m'avez parlé de lui avec un enthousiasme que je n'ai pu m'empêcher de railler de toute la force de mon pauvre petit esprit. Mais aujourd'hui, je trouve cet enthousiasme bien au-dessous de l'homme qui l'inspirait. Vos chevaux s'étaient emportés au Ranelagh comme s'ils eussent été pris de frénésie, et nous allions probablement être mis en morceaux, mon pauvre Édouard et moi, contre le premier arbre de la route ou la première borne du village, quand un arabe, un nègre, un nubien, un homme noir enfin, au service du comte, a, sur un signe de lui, je crois, arrêté l'élan des chevaux au risque d'être brisé lui-même. Et c'est vraiment un miracle qu'il ne l'ait pas été. Alors, le comte est accouru, nous a emportés chez lui, Édouard et moi, et là a rappelé mon fils à la vie. C'est dans sa propre voiture que j'ai été ramené à l'hôtel. La vôtre vous sera renvoyée demain. Vous trouverez vos chevaux bien affaiblis depuis cet accident. Ils sont comme hébétés. On dirait qu'ils ne peuvent se pardonner à eux-mêmes de s'être laissés dompter par un homme. Le comte m'a chargé de vous dire que 2 jours de repos sur la litière et de l'orge pour toute nourriture les remettront dans un état aussi florissant, ce qui veut dire aussi effrayant qu'hier. Adieu, je ne vous remercie pas de ma promenade, et quand je réfléchis, c'est pourtant de l'ingratitude que de vous garder rancune pour les caprices de votre attelage, car c'est à l'un de ces caprices que je dois d'avoir vu le comte de Monte Cristo, et l'illustre étranger me paraît, à part les millions dont il dispose, un problème si curieux et si intéressant que je compte l'étudier à tout prix. Dussé-je recommencer une promenade au bois avec vos propres chevaux? Édouard a supporté l'accident avec un courage miraculeux. Il s'est évanoui, mais il n'a pas poussé un cri auparavant et n'a pas versé une larme après. Vous me direz encore que mon amour maternel m'aveugle, mais il y a une âme de fer dans ce pauvre petit corps si frêle et si délicat. Notre chère Valentine dit bien des choses à votre chère Eugénie. Moi, je vous embrasse de tout cœur. Héloïse de Villefort. PS. Faites-moi donc trouver chez vous, d'une façon quelconque, avec ce comte de Monte Cristo. Je veux absolument le revoir. Au reste, je viens d'obtenir de monsieur de Villefort qu'il lui fasse une visite. J'espère bien qu'il la lui rendra. Le soir, l'événement d'Auteuil faisait le sujet de toutes les conversations. Albert le racontait à sa mère, Château-Renaud au Jockey-Club, Debray dans le salon du ministre. Beauchamp lui-même fit au comte la galanterie, dans son journal, d'un fait divers de 20 lignes,
qui posa le noble étranger en héros auprès de toutes les femmes de l'aristocratie. Beaucoup de gens allèrent se faire inscrire chez madame de Villefort afin d'avoir le droit de renouveler leur visite en temps utile et d'entendre alors de sa bouche tous les détails de cette pittoresque aventure. Quant à monsieur de Villefort, comme l'avait dit Héloïse, il prit un habit noir, des gants blancs, sa plus belle livrée, et monta dans son carrosse qui vint, le même soir, s'arrêter à la porte du numéro 30 de la maison des Champs-Élysées. Chapitre 48. Idéologie. Si le comte de Monte-Cristo eût vécu depuis longtemps dans le monde parisien, il eût apprécié en toute sa valeur la démarche que faisait près de lui monsieur de Villefort. Bien en cour, que le roi régnant fût de la branche aînée ou de la branche cadette, que le ministre gouvernant fût doctrinaire, libéral ou conservateur, réputé habile par tous, comme on répute généralement habiles les gens qui n'ont jamais éprouvé d'échec politique. Haï de beaucoup, mais chaudement protégé par quelques-uns sans cependant être aimé de personne, monsieur de Villefort avait une des hautes positions de la magistrature et se tenait à cette hauteur comme un Harlay ou comme un Molé. Son salon, régénéré par une jeune femme et par une fille de son premier mariage à peine âgée de 18 ans, n'en était pas moins un de ces salons sévères de Paris où l'on observe le culte des traditions et la religion de l'étiquette. La politesse froide, la fidélité absolue aux principes gouvernementaux, un mépris profond des théories et des théoriciens, la haine profonde des idéologues, tels étaient les éléments de la vie intérieure et publique affichés par monsieur de Villefort. Monsieur de Villefort n'était pas seulement magistrat, c'était presque un diplomate. Ses relations avec l'ancienne cour, dont il parlait toujours avec dignité et déférence, le faisaient respecter de la nouvelle, et il savait tant de choses que non seulement on le ménageait toujours, mais encore qu'on le consultait quelquefois. Peut-être n'en eût-il pas été ainsi si l'on eût pu se débarrasser de monsieur de Villefort. Mais il habitait, comme ces seigneurs féodaux rebelles à leur suzerain, une forteresse inexpugnable. Cette forteresse, c'était sa charge de procureur du roi, dont il exploitait merveilleusement tous les avantages, et qu'il n'eût quitté que pour se faire élire député et pour remplacer ainsi la neutralité par de l'opposition. En général, monsieur de Villefort faisait ou rendait peu de visites. Sa femme visitait pour lui. C'était chose reçue dans le monde où l'on mettait sur le compte des graves et nombreuses occupations du magistrat ce qui n'était en réalité qu'un calcul d'orgueil, qu'une quintessence d'aristocratie, l'application enfin de cet axiome « fais semblant de t'estimer et on t'estimera », axiome plus utile 100 fois dans notre société que celui des Grecs « connais-toi toi-même », remplacé de nos jours par l'art moins difficile et plus avantageux de connaître les autres. Pour ses amis, monsieur de Villefort était un protecteur puissant. Pour ses ennemis, c'était un adversaire sourd, mais acharné. Pour les indifférents, c'était la statue de la loi faite homme. Abord hautain, physionomie impassible, regard terne et dépoli, ou insolemment perçant et scrutateur. Tel était l'homme dont 4 révolutions habilement entassées l'une sur l'autre avaient d'abord construit, puis cimenté le piédestal. Monsieur de Villefort avait la réputation d'être l'homme le moins curieux et le moins banal de France. Il donnait un bal tous les ans et n'y paraissait qu'un quart d'heure, c'est-à-dire 45 minutes de moins que ne le fait le roi au sien. Jamais on ne le voyait ni au théâtre, ni au concert, ni dans aucun lieu public. Quelquefois, mais rarement, il faisait une partie de whist, et l'on avait soin alors de lui choisir des joueurs dignes de lui. C'était quelque ambassadeur, quelque archevêque, quelque prince, quelque président, ou enfin quelque duchesse douairière.
Voilà quel était l'homme dont la voiture venait de s'arrêter devant la porte de Monte Cristo. Le valet de chambre annonça M. de Villefort au moment où le comte, incliné sur une grande table, suivait sur une carte un itinéraire de Saint-Pétersbourg en Chine. Le procureur du roi entra du même pas grave et compassé qu'il entrait au tribunal. C'était bien le même homme, ou plutôt la suite du même homme que nous avons vu autrefois substitut à Marseille. La nature, conséquente avec ses principes, n'avait rien changé pour lui au cours qu'elle devait suivre. De mince, il était devenu maigre, de pâle, il était devenu jaune. Ses yeux enfoncés étaient caves, et ses lunettes aux branches d'or, en posant sur l'orbite, semblaient faire partie de la figure. Excepté sa cravate blanche, le reste de son costume était parfaitement noir, et cette couleur funèbre n'était tranchée que par le léger liseré de ruban rouge qui passait imperceptible par sa boutonnière et qui semblait une ligne de sang tracée au pinceau. Si maître de lui que fut Monte Cristo, il examina avec une visible curiosité, en lui rendant son salut, le magistrat qui, défiant par habitude et peu crédule, surtout quant aux merveilles sociales, était plus disposé à voir dans le noble étranger, c'était ainsi qu'on appelait déjà Monte Cristo, un chevalier d'industrie venant exploiter un nouveau théâtre, ou un malfaiteur en état de rupture de ban, qu'un prince de Saint-Siège ou un sultan des 1001 nuits. « Monsieur, dit Villefort, avec ce ton glapissant affecté par les magistrats dans leurs périodes oratoires, et dont ils ne peuvent ou ne veulent pas se défaire dans la conversation. Monsieur, le service signalé que vous avez rendu hier à ma femme et à mon fils me fait un devoir de vous remercier. Je viens donc m'acquitter de ce devoir et vous exprimer toute ma reconnaissance. » Et, en prononçant ces paroles, l'œil sévère du magistrat n'avait rien perdu de son arrogance habituelle. Ces paroles qu'il venait de dire, il les avait articulées avec sa voix de procureur général, avec cette raideur inflexible de cou et d'épaules qui faisait, comme nous le répétons, dire à ses flatteurs qu'il était la statue vivante de la loi. « Monsieur, répliqua le comte à son tour avec une froideur glaciale, je suis fort heureux d'avoir pu conserver un fils à sa mère, car on dit que le sentiment de la maternité est le plus saint de tous, et ce bonheur qui m'arrive vous dispensait, monsieur, de remplir un devoir dont l'exécution m'honore sans doute, car je sais que monsieur de Villefort ne prodigue pas la faveur qu'il me fait, mais qui, si précieuse qu'elle soit cependant, ne vaut pas pour moi la satisfaction intérieure. » Villefort, étonné de cette sortie à laquelle il ne s'attendait pas, tressaillit comme un soldat qui sent le coup qu'on lui porte sous l'armure dont il est couvert, et un pli de sa lèvre dédaigneuse indiqua que dès l'abord il ne tenait pas le comte de Monte Cristo pour un gentilhomme bien civil. Il jeta les yeux autour de lui pour raccrocher à quelque chose la conversation tombée et qui semblait s'être brisée en tombant. Il vit la carte qu'interrogeait Monte Cristo au moment où il était entré, et il reprit. « Vous vous occupez de géographie, monsieur ? C'est une riche étude, pour vous surtout qui, à ce qu'on assure, avez vu autant de pays qu'il y en a de gravés sur cet atlas. »« Oui, monsieur, répondit le comte, j'ai voulu faire sur l'espèce humaine, prise en masse, ce que vous pratiquez chaque jour sur des exceptions, c'est-à-dire une étude physiologique. J'ai pensé qu'il me serait plus facile de descendre ensuite du tout à la partie, que de la partie au tout. C'est un axiome algébrique qui veut que l'on procède du connu à l'inconnu et non de l'inconnu au connu. Mais asseyez-vous donc, monsieur, je vous en supplie. » Et Monte Cristo indiqua de la main au procureur du roi un fauteuil que celui-ci fut obligé de prendre la peine d'avancer lui-même, tandis que lui n'eut que celle de se laisser retomber dans celui sur lequel il était agenouillé quand le procureur du roi était entré.
De cette façon, le comte se trouva à demi tourné vers son visiteur, ayant le dos à la fenêtre et le coude appuyé sur la carte géographique qui faisait, pour le moment, l'objet de la conversation qui prenait, comme elle l'avait fait chez Morcerf et chez Danglars, une tournure tout à fait analogue, sinon à la situation, du moins au personnage. « Ah, vous philosophez, » reprit Villefort après un instant de silence, pendant lequel, comme un athlète qui rencontre un rude adversaire, il avait fait provision de force. « Eh bien, monsieur, parole d'honneur, si, comme vous, je n'avais rien à faire, je chercherais une moins triste occupation. »« C'est vrai, monsieur, » reprit Monte Cristo, « et l'homme est une laide chenille pour celui qui l'étudie au microscope solaire. Mais vous veniez de dire, je crois, que je n'avais rien à faire. Voyons, par hasard, croyez-vous avoir quelque chose à faire, vous, monsieur ? Ou, pour parler plus clairement, croyez-vous que ce que vous faites vaille la peine de s'appeler quelque chose ? L'étonnement de Villefort redoubla à ce second coup si rudement porté par cet étrange adversaire. Il y avait longtemps que le magistrat ne s'était entendu dire un paradoxe de cette force, ou plutôt, pour parler plus exactement, c'était la première fois qu'il l'entendait. Le procureur du roi se mit à l'œuvre pour répondre. « Monsieur, dit-il, vous êtes étranger, et, vous le dites vous-même, je crois, une portion de votre vie s'est écoulée dans les pays orientaux. Vous ne savez donc pas combien la justice humaine, expéditive en ces contrées barbares, a chez nous des allures prudentes et compassées. »« Si fait, monsieur, si fait. C'est le pede claudo antique. Je sais tout cela, car c'est surtout de la justice de tous les pays que je me suis occupé. C'est la procédure criminelle de toutes les nations que j'ai comparée à la justice naturelle. Et, je dois le dire, monsieur, c'est encore cette loi des peuples primitifs, c'est-à-dire la loi du talion, que j'ai le plus trouvée selon le cœur de Dieu. »« Si cette loi était adoptée, monsieur, dit le procureur du roi, elle simplifierait fort nos codes, et c'est pour le coup que nos magistrats n'auraient, comme vous le disiez tout à l'heure, plus grand-chose à faire. »« Cela viendra peut-être, dit Monte Cristo. Vous savez que les inventions humaines marchent du composé au simple, et que le simple est toujours la perfection. »« En attendant, monsieur, dit le magistrat, nos codes existent, avec leurs articles contradictoires, tirés des coutumes gauloises, des lois romaines, des usages francs. Or, la connaissance de toutes ces lois-là, vous en conviendrez, ne s'acquiert pas sans de longs travaux, et il faut une longue étude pour acquérir cette connaissance, et une grande puissance de tête, cette connaissance une fois acquise, pour ne pas l'oublier. Je suis de cet avis-là, monsieur, mais tout ce que vous savez, vous, à l'égard de ce code français, je le sais, moi, non seulement à l'égard du code de toutes les nations, les lois anglaises, turques, japonaises, hindoues, me sont aussi familières que les lois françaises. Et j'avais donc raison de dire que, relativement, vous savez que tout est relatif, monsieur, que relativement à tout ce que j'ai fait, vous avez bien peu de choses à faire, et que, relativement à ce que j'ai appris, vous avez encore bien des choses à apprendre. « Mais dans quel but avez-vous appris tout cela ?» reprit Villefort étonné. Monte Cristo sourit. « Bien, monsieur, dit-il, je vois que, malgré la réputation qu'on vous a faite d'homme supérieur, vous voyez toutes choses au point de vue matériel et vulgaire de la société, commençant à l'homme et finissant à l'homme, c'est-à-dire au point de vue le plus restreint et le plus étroit qu'il ait été permis à l'intelligence humaine d'embrasser. Expliquez-vous, monsieur, dit Villefort, de plus en plus étonné. Je ne vous comprends pas. Très bien. Je dis, monsieur, que, les yeux fixés sur l'organisation sociale des nations, vous ne voyez que les ressorts de la machine, et non l'ouvrier sublime qui la fait agir.
Je dis que vous ne reconnaissez devant vous et autour de vous que les titulaires des places dont les brevets ont été signés par des ministres ou par un roi, et que les hommes que Dieu a mis au-dessus des titulaires, des ministres et des rois, en leur donnant une mission à poursuivre au lieu d'une place à remplir, je dis que cela échappe à votre courte vue. C'est le propre de la faiblesse humaine, aux organes débiles et incomplets. Tobie prenait l'ange qui venait lui rendre la vue pour un jeune homme ordinaire. Les nations prenaient Attila qui devait les anéantir pour un conquérant comme tous les conquérants, et il a fallu que tous révélassent leur mission céleste pour qu'on les reconnût. Il a fallu que l'un dît « Je suis l'ange du Seigneur » et l'autre « Je suis le marteau de Dieu » pour que l'essence divine de tous deux fût révélée. Alors, dit Villefort, de plus en plus étonné, et croyant parler à un illuminé ou à un fou. Vous vous regardez comme un de ces êtres extraordinaires que vous venez de citer ? Pourquoi pas ? Dit froidement Monte Cristo. Pardon, monsieur, reprit Villefort, abasourdi, mais vous m'excuserez si, en me présentant chez vous, j'ignorais me présenter chez un homme dont les connaissances et dont l'esprit dépassent de si loin les connaissances ordinaires et l'esprit habituel des hommes. Ce n'est point l'usage chez nous. Malheureux corrompus de la civilisation, que les gentilshommes possesseurs comme vous d'une fortune immense, du moins à ce qu'on assure. Remarquez que je n'interroge pas, que seulement je répète, ce n'est pas l'usage, dis-je, que ces privilégiés des richesses perdent leur temps à des spéculations sociales, à des rêves philosophiques, faits tout au plus pour consoler ceux que le sort a déshérités des biens de la terre. « Eh, monsieur, reprit le comte, en êtes-vous donc arrivé à la situation éminente que vous occupez sans avoir admis, et même sans avoir rencontré des exceptions, et n'exercez-vous jamais votre regard, qui aurait cependant tant besoin de finesse et de sûreté, à deviner d'un seul coup sur quel homme est tombé votre regard ? Un magistrat ne devrait-il pas être, non pas le meilleur applicateur de la loi, non pas le plus rusé interprète des obscurités de la chicane, mais une sonde d'acier pour éprouver les cœurs, mais une pierre de touche pour essuyer l'or dont chaque âme est toujours faite, avec plus ou moins d'alliage ? Monsieur, dit Villefort, vous me confondez, sur ma parole, et je n'ai jamais entendu parler personne comme vous faites. C'est que vous êtes constamment resté enfermé dans le cercle des conditions générales, et que vous n'avez jamais osé vous élever d'un coup d'aile dans les sphères supérieures que Dieu a peuplées d'êtres invisibles ou exceptionnels. Et vous admettez, monsieur, que ces sphères existent et que les êtres exceptionnels et invisibles se mêlent à nous ? Pourquoi pas ? Est-ce que vous voyez l'air que vous respirez et sans lequel vous ne pourriez pas vivre ? Alors, nous ne voyons pas ces êtres dont vous parlez. Si fait, vous les voyez quand Dieu permet qu'ils se matérialisent, vous les touchez, vous les coudoyez, vous leur parlez et ils vous répondent. Ah, dit Villefort en souriant, j'avoue que je voudrais bien être prévenu quand un de ces êtres se trouvera en contact avec moi. Vous avez été servi à votre guise, monsieur, car vous avez été prévenu tout à l'heure, et maintenant, encore, je vous préviens. Ainsi, vous-même, je suis un de ces êtres exceptionnels, oui, monsieur, et je crois que, jusqu'à ce jour, aucun homme ne s'est trouvé dans une position semblable à la mienne. Les royaumes des rois sont limités, soit par des montagnes, soit par des rivières, soit par un changement de mœurs, soit par une mutation de langage. Mon royaume, à moi, est grand comme le monde, car je ne suis ni italien, ni français, ni hindou, ni américain, ni espagnol. Je suis cosmopolite. Nul pays ne peut dire qu'il m'a vu naître. Dieu seul sait quelle contrée me verra mourir. J'adopte tous les usages, je parle toutes les langues. Vous me croyez français ? Vous, n'est-ce pas ?
car je parle français avec la même facilité et la même pureté que vous. Eh bien, Ali, mon nubien, me croit arabe. Bertuccio, mon intendant, me croit romain. Édé, mon esclave, me croit grec. Donc, vous comprenez, n'étant d'aucun pays, ne demandant protection à aucun gouvernement, ne reconnaissant aucun homme pour mon frère, pas un seul des scrupules qui arrêtent les puissants ou des obstacles qui paralysent les faibles ne me paralyse ou ne m'arrête. Je n'ai que 2 adversaires. Je ne dirai pas 2 vainqueurs, car avec la persistance je les soumets. C'est la distance et le temps. Le 3e, et le plus terrible, c'est ma condition d'homme mortel. Celle-là seule peut m'arrêter dans le chemin où je marche, et avant que j'aie atteint le but auquel je tends, tout le reste, je l'ai calculé. Ce que les hommes appellent les chances du sort, c'est-à-dire la ruine, le changement, les éventualités, je les ai toutes prévues. Et si quelques-unes peuvent m'atteindre, aucune ne peut me renverser. À moins que je ne meure, je serai toujours ce que je suis. Voilà pourquoi je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues, même de la bouche des rois, car les rois ont besoin de vous et les autres hommes en ont peur. Qui est-ce qui ne se dit pas, dans une société aussi ridiculement organisée que la nôtre, peut-être un jour aurais-je affaire au procureur du roi. Mais vous-même, monsieur, pouvez-vous dire cela, car du moment où vous habitez la France, vous êtes naturellement soumis aux lois françaises. Je le sais, monsieur, répondit Monte Cristo, mais quand je dois aller dans un pays, je commence à étudier, par des moyens qui me sont propres, tous les hommes dont je puis avoir quelque chose à espérer ou à craindre, et j'arrive à les connaître aussi bien, et même mieux peut-être qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Cela amène ce résultat que le procureur du roi, quel qu'il fût, à qui j'aurais affaire, serait certainement plus embarrassé que moi-même. Ce qui veut dire, reprit avec hésitation Villefort, que la nature humaine étant faible, tout homme, selon vous, a commis des fautes ou des crimes, répondit négligemment Monte Cristo. Et que vous seul, parmi les hommes que vous ne reconnaissez pas pour vos frères, vous l'avez dit vous-même, reprit Villefort d'une voix légèrement altérée, et que vous seul êtes parfait? Non point parfait, répondit le comte. Impénétrable, voilà tout. Mais brisons là-dessus, monsieur, si la conversation vous déplaît. Je ne suis pas plus menacé de votre justice que vous ne l'êtes de ma double vue. Non, non, monsieur, dit vivement Villefort, qui, sans doute, craignait de paraître abandonner le terrain. Non, par votre brillante et presque sublime conversation, vous m'avez élevé au-dessus des niveaux ordinaires. Nous ne causons plus, nous dissertons. Or, vous savez bien les théologiens en chaire de Sorbonne, ou les philosophes dans leurs disputes, se disent parfois de cruelles vérités. Supposons que nous faisons de la théologie sociale et de la philosophie théologique. Je vous dirai donc celle-ci, toute rude qu'elle est. Mon frère, vous sacrifiez à l'orgueil. Vous êtes au-dessus des autres. Mais au-dessus de vous, il y a Dieu. Au-dessus de tous, monsieur, répondit Monte Cristo avec un accent si profond que Villefort frissonna involontairement. J'ai mon orgueil pour les hommes, serpent toujours prêt à se dresser contre celui qui les dépasse du front sans les écraser du pied. Mais je dépose cet orgueil devant Dieu, qui m'a tiré du néant pour me faire ce que je suis. Alors, monsieur le comte, je vous admire, dit Villefort, qui, pour la première fois, dans cet étrange dialogue, venait d'employer cette formule aristocratique vis-à-vis de l'étranger qu'il n'avait jusque-là appelé que monsieur. Oui, je vous le dis, si vous êtes réellement fort, réellement supérieur,
réellement saint ou impénétrable, ce qui, vous avez raison, revient à peu près au même, soyez superbe, monsieur, c'est la loi des dominations. Mais vous avez bien cependant une ambition quelconque. J'en ai une, monsieur. Laquelle? Moi aussi, comme cela est arrivé à tout homme une fois dans sa vie, j'ai été enlevé par Satan sur la plus haute montagne de la terre. Arrivé là, il me montra le monde tout entier, et, comme il avait dit autrefois au Christ, il me dit à moi, « Voyons, enfant des hommes, pour m'adorer, que veux-tu » Alors j'ai réfléchi longtemps, car depuis longtemps une terrible ambition dévorait effectivement mon cœur. Puis je lui répondis, « Écoute, j'ai toujours entendu parler de la Providence, et cependant je ne l'ai jamais vue, ni rien qui lui ressemble, ce qui me fait croire qu'elle n'existe pas. Je veux être la Providence, car ce que je sais de plus beau, de plus grand et de plus sublime au monde, c'est de récompenser et de punir. » Mais Satan baissa la tête et poussa un soupir. « Tu te trompes, dit-il. La Providence existe. Seulement, tu ne la vois pas, parce que, fille de Dieu, elle est invisible comme son Père. Tu n'as rien vu qui lui ressemble, parce qu'elle procède par des ressorts cachés et marche par des voies obscures. Tout ce que je puis faire pour toi, c'est de te rendre un des agents de cette Providence. » Le marché fut fait. J'y perdrais peut-être mon âme, mais n'importe, reprit Monte Cristo. Et le marché serait à refaire, que je le ferais encore. Villefort regardait Monte Cristo avec un sublime étonnement. « Monsieur le comte, dit-il, avez-vous des parents ? » ?»« Non, monsieur, je suis seul au monde. »« Tant pis. »« Pourquoi ? » demanda Monte Cristo. « Parce que vous auriez pu voir un spectacle propre à briser votre orgueil. » « Vous ne craignez que la mort, dites-vous ? » ?»« Je ne dis pas que je la craigne. Je dis qu'elle seule peut m'arrêter. »« Et la vieillesse ? Ma mission sera remplie avant que je sois vieux. »« Et la folie ? J'ai manqué de devenir fou, et vous connaissez l'axiome. Non bis in idem. C'est un axiome criminel, et qui, par conséquent, est de votre ressort. Monsieur, reprit Villefort, il y a encore autre chose à craindre que la mort, que la vieillesse ou que la folie. Il y a, par exemple, l'apoplexie, ce coup de foudre qui vous frappe sans vous détruire, et après lequel, cependant, tout est fini. C'est toujours vous, et cependant, vous n'êtes plus vous. Vous qui touchiez, comme Ariel, à l'ange, vous n'êtes plus qu'une masse inerte qui, comme Caliban, touche à la bête. Cela s'appelle, tout bonnement, comme je vous le disais, dans la langue humaine, une apoplexie. Venez, s'il vous plaît, continuez cette conversation chez moi, monsieur le comte, un jour que vous aurez envie de rencontrer un adversaire capable de vous comprendre et avide de vous réfuter. Et je vous montrerai mon père, monsieur Noirtier de Villefort, un des plus fougueux jacobins de la Révolution française, c'est-à-dire la plus brillante audace mise au service de la plus vigoureuse organisation. Un homme qui, comme vous, n'avait peut-être pas vu tous les royaumes de la terre, mais avait aidé à bouleverser un des plus puissants. Un homme qui, comme vous, se prétendait un des envoyés, non pas de Dieu, mais de l'être suprême, non pas de la providence, mais de la fatalité. Eh bien, monsieur, la rupture d'un vaisseau sanguin dans un lobe du cerveau a brisé tout cela, non pas en un jour, non pas en une heure, mais en une seconde. La veille, monsieur Noirtier, ancien jacobin, ancien sénateur, ancien Carbonaro, riant de la guillotine, riant du canon, riant du poignard, monsieur Noirtier, jouant avec les révolutions. Monsieur Noirtier, pour qui la France n'était qu'un vaste échiquier duquel pion
tours, cavaliers et reines devaient disparaître pourvu que le roi fût mat, Monsieur Noirtier, si redoutable, était le lendemain ce pauvre Monsieur Noirtier, vieillard immobile, livré aux volontés de l'être le plus faible de la maison, c'est-à-dire de sa petite-fille Valentine, un cadavre muet et glacé enfin, qui ne vit sans souffrance que pour donner le temps à la matière d'arriver sans secousse à son entière décomposition. Hélas, monsieur, dit Monte Cristo, ce spectacle n'est étrange ni à mes yeux ni à ma pensée. Je suis quelque peu médecin, et j'ai, comme mes confrères, cherché plus d'une fois l'âme dans la matière vivante ou dans la matière morte. Et, comme la Providence, elle est restée invisible à mes yeux, quoique présente à mon cœur. 100 auteurs, depuis Socrate, depuis Sénèque, depuis Saint-Augustin, depuis Gall, ont fait en prose ou en vers le rapprochement que vous venez de faire. Mais cependant, je comprends que les souffrances d'un père puissent opérer de grands changements dans l'esprit de son fils. J'irai, monsieur, puisque vous voulez bien m'y engager, contempler au profit de mon humilité ce terrible spectacle qui doit fort attrister votre maison. Cela serait sans doute, si Dieu ne m'avait point donné une large compensation. En face du vieillard qui descend en se traînant vers la tombe sont 2 enfants qui entrent dans la vie. Valentine, une fille de mon premier mariage avec mademoiselle de Saint-Méran, et Édouard, ce fils à qui vous avez sauvé la vie. Et que concluez-vous de cette compensation, monsieur ? Demanda Monte Cristo. Je conclus, monsieur, répondit Villefort, que mon père, égaré par les passions, a commis quelques-unes de ces fautes qui échappent à la justice humaine, mais qui relèvent de la justice de Dieu, et que Dieu, ne voulant punir qu'une seule personne, n'a frappé que lui seul. Monte Cristo, le sourire sur les lèvres, poussa au fond du cœur un rugissement qui eût fait fuir Villefort, si Villefort eût pu l'entendre. « Adieu, monsieur », reprit le magistrat, qui depuis quelque temps déjà s'était levé et parlait debout. « Je vous quitte, en portant de vous un souvenir d'estime qui, je l'espère, pourra vous être agréable lorsque vous me connaîtrez mieux, car je ne suis point un homme banal, tant s'en faut. Vous vous êtes fait d'ailleurs dans madame de Villefort une amie éternelle. » Le comte salua et se contenta de reconduire jusqu'à la porte de son cabinet seulement Villefort, lequel regagna sa voiture, précédé de 2 laquais qui, sur un signe de leur maître, s'empressaient de la lui ouvrir. Mais, quand le procureur du roi eut disparu, « Allons, dit Monte Cristo en tirant avec effort un sourire de sa poitrine oppressée. « Allons, assez de poison comme cela. Et maintenant, que mon cœur en est plein, allons chercher l'antidote. » Et, frappant un coup sur le timbre retentissant, « Je monte chez madame, dit-il à Ali. Que dans une demi-heure, la voiture soit prête. »